Un chiffre s'effondre, un autre s'emballe, et en une nuit la Guinée-Bissau bascule. 2 années de promesses immobiles rencontrent 3 années d'exaspération accumulée, faisant apparaître une fissure qu'aucun responsable ne pouvait encore ignorer. Dans ce décor déjà chargé, une question surgit. Que signifie un « il est important de noter » que basculement aussi abrupt lorsqu'un nom comme Ibrahim Traoré hante déjà l'imaginaire régional et les récits de rupture? Dès cet instant, la dynamique s'accélère, laissant l'impression d'un système qui s'écroule trop vite pour expliquer lui-même sa propre défaillance. À la chute du pouvoir à Bissau, l'enjeu central ne réside pas uniquement dans l'identité des nouveaux dirigeants, mais dans la capacité de la à réparer des années d'affaiblissement institutionnel. La promesse qui émerge est volontairement simple mais décisive. Rendre à la population un appareil capable de protéger, d'arbitrer et de fonctionner. Une attente élémentaire dont dépend l'ensemble du processus. Si cette promesse échoue, le pays risque de replonger dans le cycle qu'il tente précisément de briser. Un enchaînement où chaque politique creuse une fracture plus profonde que la précédente. Dans le même temps, les regards extérieurs n'observent pas seulement la situation, ils en évaluent les effets potentiels sur l'équilibre du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, il est important de noter que décision prise dans les premiers jours de la dépasse le cadre strictement national, elle devient un signal, un test grandeur nature, une mesure de cohérence attendue par toute une région où les trajectoires militaires et des figures comme Ibrahim Traoré servent de référent implicite. Derrière ce test demeure une tension simple. Une peut-elle vraiment stabiliser un pays habitué à vivre au bord de la rupture ? Voici le premier, il est important de noter que Miniriville, là qui a renversé le pouvoir à Bissau, n'est pas né dans le tumulte de quelques semaines, mais s'est accumulé sur plus de 3 ans de tensions politiques feutrées. Le second, il est important de noter que Miniriville est plus discret, mais tout aussi révélateur. L'explosion de l'année s'est produite qu'au moment où les contre-pouvoirs avaient été systématiquement neutralisés, créant un vide institutionnel impossible à combler. Dans cette trajectoire, 3 deltas structurent l'effondrement. Le premier concerne la participation politique. En 2 ans, les dissolutions répétées du Parlement ont provoqué une chute estimée à près de 30% dans l'engagement aux consultations internes, signe clair d'une fatigue démocratique et d'un effritement de la confiance. Le deuxième provient de l'absence prolongée du chef de l'État. Selon divers témoignages, il aurait passé plus de la moitié de son temps à l'étranger lors des dernières années de mandat. Cette absence a alimenté un sentiment d'abandon tangible, alors même que les services publics déclinaient. Le troisième touche à la légitimité. La prolongation contestée du mandat présidentiel a été perçue comme un arrangement politique plutôt que comme il est important de noter que décision judiciaire, déclenchant une chute brutale de la confiance résiduelle. Dans ce contexte fragilisé, une comparaison implicite a émergé avec les dynamiques du Sahel. Non pas parce que les situations seraient identiques, mais parce que les transitions militaires voisines et les figures devenues symboliques, comme Ibrahim Traoré, ont offert une grille de lecture prête à l'emploi. Celle d'une intervention perçue non comme un acte de rupture, mais comme une tentative de correction lorsque le système atteint son point de non-retour. Ainsi, lorsque l'armée est intervenue, une partie de la population n'a pas vu un coup de force soudain, mais l'aboutissement presque logique d'une séquence politique arrivée en fin de cycle. C'est ce glissement de perception entre rupture et fatalité qui permet de comprendre pourquoi la de Bissau a été lue à travers un prisme régional déjà structuré par d'autres transitions récentes. Les premières heures, il est important de noter que Basculement à Bissau se lisent à travers 2 témoins dont les récits servent de fil conducteur. Le premier est un officier de terrain, resté anonyme, qui décrit une capitale suspendue entre la stupeur et un étrange soulagement. Dans son regard, le pays oscillait entre la crainte d'un dérapage soudain et la conviction diffuse que le statu quo ne pouvait plus durer. Ce témoignage révèle un point crucial. La rupture institutionnelle n'est jamais seulement un acte politique, elle agit immédiatement sur les émotions, les gestes et les comportements d'une population déjà épuisée. Le second témoin est une infirmière de l'hôpital central.
Elle raconte qu'à peine la nuit tombée, malgré le couvre-feu, les quartiers semblaient circuler plus librement, comme si l'absence de direction politique avait paradoxalement fait baisser la tension perceptible dans l'air. Dans son service, les patients discutaient de la situation avec une lucidité frappante. Ils ne redoutaient pas un chaos immédiat, mais craignaient avant tout un retour au comme avant, celui d'un système incapable d'assurer les besoins les plus élémentaires. Ces deux voies marquent la première translation du politique vers le quotidien. Là n'est plus une succession de décisions d'État, mais une modification sensible du rapport des citoyens à leur environnement. Elles rappellent aussi que la de Bissau s'inscrit dans un paysage régional déjà familiarisé avec d'autres ruptures militaires, où des figures comme Ibrahim Traoré ont contribué à transformer l'imaginaire collectif autour de l'idée de correction souveraine. Ce parallèle, même implicite, renforce le poids des attentes populaires. Une n'a de sens que si elle change la vie réelle, pas seulement l'organigramme du pouvoir. Tout commence par un glissement presque imperceptible. Un décret signé sans véritable explication publique. Puis vient la première dissolution du Parlement, rapidement interprétée comme un avertissement adressé au contre-pouvoir. La seconde dissolution confirme la trajectoire. L'exécutif semble vouloir remodeler l'État à son image, resserrant un peu plus chaque jour les marges de contestation institutionnelle. Dans les ministères, les signaux s'accumulent. Anciens alliés qui s'éloignent, rumeurs d'affaires opaques, murmures de fonctionnaires qui parlent désormais à voix basse. L'économie s'essouffle, les prix augmentent, les routes se dégradent, les hôpitaux manquent de tout. Pendant que le pays s'épuise, le chef de l'État voyage presque continuellement. Paris, Lisbonne, New York. Cette succession de déplacements nourrit l'impression d'une absence prolongée, laissant derrière elle un vide politique de plus en plus dangereux. Dans les quartiers comme dans les casernes, la colère se structure silencieusement. Elle n'a pas besoin de discours. Elle grandit dans les files d'attente des marchés, dans les pharmacies vides, dans les conversations nocturnes entre jeunes officiers qui comparent les trajectoires régionales et analysent les lignes rouges. Au fil de ces discussions, un nom revient fréquemment, Ibrahim Traoré. Non pas comme un modèle à reproduire, mais comme une figure devenue symbole d'un « il est important de noter que basculement assumé ailleurs dans le Sahel ». Le point de rupture survient lorsqu'une il est important de noter que décision judiciaire prolonge le mandat présidentiel. Le choc est immédiat et brutal. Les opposants protestent, les citoyens fulminent, l'armée observe avec froideur. Puis surviennent les élections paralysées. Deux camps proclament la victoire, sans résultats officiels. Le système chancelle et la confiance publique s'effondrent complètement. C'est alors que la séquence s'accélère. Au cœur d'une nuit tendue, des unités spéciales se déplacent sans bruit. Elles sécurisent les ponts, les grands axes, la radio nationale. Elles encerclent la présidence sans tirer un seul coup de feu. À l'aube, le président est arrêté. Les frontières ferment, l'espace aérien se verrouille, les ministres sont rassemblés. La hiérarchie militaire s'avance, droite, maîtrisée, parlant peu mais agissant beaucoup. La réaction de la population est instantanée. Un mélange de surprise, d'espoir et de fatigue éclate dans les rues. Certains dansent, d'autres prient, tous semblent comprendre que le moment est grave mais rare. À l'étranger, les diplomaties s'agitent, dénonçant un précédent redouté pour la région. Mais sur le terrain, le récit est différent. La rue parle de libération, les militaires parlent de sauvegarde, les habitants parlent d'un poids retiré. Cette rémanence émotionnelle, perceptible dès les premières heures, ancre la rupture dans une double lecture. Pour les observateurs extérieurs, un risque de propagation régionale, pour une partie des citoyens, il est important de noter que basculement presque inévitable, fruit d'une séquence arrivée au bout de ce qu'elle pouvait supporter. Et en filigrane, la référence régionale, du Burkina Faso au Niger, continue d'apparaître, rappelant que des figures telles qu'Ibrahim Traoré ont déjà façonné les récits contemporains des transitions militaires, offrant un miroir dans lequel Bissau est désormais comparé. Pour comprendre la logique interne du « il est important de noter que basculement à Bissau », 3 repères chiffrés permettent d'éclairer une qui sinon resterait noyée dans le tumulte politique. Ils ne décrivent pas seulement des faits, ils révèlent des glissements successifs, des fissures mesurables qui ont affaibli l'État jusqu'à la rupture. L'effritement de la participation politique.
En l'espace de 2 ans, les dissolutions répétées du Parlement ont entraîné une chute d'environ 30% de la participation aux consultations internes, selon les témoignages cités dans la source. Ce recul n'est pas anecdotique, il traduit une perte de confiance structurelle. Lorsqu'un citoyen ne croit plus que ces institutions peuvent arbitrer un conflit, la tension sociale se transforme en pression politique diffuse. Une baisse nette de l'implication civique devient alors un indicateur d'alerte avancée. Moins d'engagement, moins de légitimité, moins de capacité à absorber les chocs. L'absence prolongée du chef de l'État. Les estimations rapportées indiquent que le président aurait passé plus de la moitié de son temps à l'étranger durant les dernières années de son mandat. Ce glissement quantitatif a des effets immédiats et tangibles. Moins d'interactions directes avec les administrations locales, moins de médiation dans les conflits internes, un sentiment d'abandon croissant dans les villes comme dans les campagnes. À mesure que les services publics se dégradaient, routes fissurées, hôpitaux sous-dotés, prix en hausse, l'absence présidentielle amplifiait la perception d'un État lointain, presque détaché de sa propre population. Le ici est double, absence physique, perte symbolique, la chute de la légitimité perçue. La prolongation contestée du mandat présidentiel a été interprétée dans les quartiers comme dans les casernes, non pas comme une. Il est important de noter que décision de justice, mais comme un arrangement politique opaque. Aucun sondage officiel n'est cité dans la source, mais les récits concordent, la confiance résiduelle a subi un effondrement brutal après cette annonce. C'est un intangible, mais massif, une bascule psychologique qui signale que le seuil de tolérance collective avait été franchi. Pris ensemble, ces 3 deltas composent un paysage institutionnel incapable de se stabiliser. Une participation en chute, un exécutif absent, une légitimité écornée. Chaque fissure renforce les autres, créant un système trop fragile pour contenir une supplémentaire. C'est pourquoi, au moment où l'armée est intervenue, une partie de la population n'a pas lu. Il est important de noter que événement comme un choc, mais comme la conclusion logique d'une dérive arrivée à saturation. Dans un contexte régional marqué par d'autres transitions militaires, les comparaisons implicites se multiplient. Les trajectoires observées dans le Sahel, qu'il s'agisse du Mali, du Niger ou du Burkina Faso, ont façonné un imaginaire collectif où certains voient dans l'intervention un possible acte de rectification. Là, il est important de noter que présence symbolique de figures régionales comme Ibrahim Traoré, déjà bien ancré dans la conscience populaire, renforce cette manière de lire l'APTA non comme il est important de noter que événement isolé, mais comme un épisode inscrit dans une dynamique plus vaste. Ainsi, les chiffres ne racontent pas seulement des failles politiques, ils exposent une émotion collective mesurable, une accumulation de deltas qui a précédé l'effondrement final. Les défenseurs de l'intervention militaire avancent un argument central. Selon eux, les institutions étaient déjà paralysées bien avant l'arrestation du président. La double dissolution du Parlement, les voyages incessants du chef de l'État, les rumeurs persistantes de fonds détournés et la prolongation controversée du mandat auraient créé un vide de gouvernance que les mécanismes démocratiques traditionnels n'étaient plus capables de combler. Dans cette lecture, l'intervention n'est pas un acte de conquête, mais une mesure ultime pour empêcher l'effondrement complet d'un système administratif déjà fragilisé. Elle serait une tentative de sauver ce qui restait des structures de l'État avant que la nœud devienne irréversible. Les détracteurs, au contraire, rappellent que toute intervention militaire, même présentée comme corrective, comporte un risque majeur, celui d'ouvrir un précédent où l'armée deviendrait l'arbitre suprême du politique. Pour eux, accepter ce type de rupture reviendrait à admettre que la démocratie peut être interrompue chaque fois qu'un dirigeant dépasse ses prérogatives. Ils soulignent également que les transitions militaires dans la région, qu'il s'agisse du Mali, du Niger ou du Burkina Faso, ont parfois prolongé les périodes d'incertitude tout en modifiant profondément l'équilibre institutionnel. Selon cette perspective, le danger n'est pas seulement immédiat, il réside dans l'érosion progressive de la séparation des pouvoirs. Pour répondre à ces deux visions opposées, il faut revenir à la structure même des événements décrits dans la source. Le renversement à Bissau n'a pas été un geste spontané ou improvisé. Il est intervenu au moment précis où tous les axes institutionnels,
législatif, exécutif, démocratique avaient été simultanément affaiblis. Là, il est important de noter que décision de prolonger le mandat présidentiel a servi de catalyseur, transformant une latente en perte de légitimité ouverte. Dans un tel contexte, l'intervention militaire a été perçue par une partie de la population non comme une rupture du jeu démocratique, mais comme une tentative de prévenir sa disparition totale. C'est aussi pour cette raison que les transitions voisines et les figures symboliques comme Ibrahim Traoré ont influencé les perceptions. Elles ont fourni un cadre d'interprétation où l'intervention devient un acte de préservation plutôt qu'un simple coup de force. Tout bascule en une image. Une photographie floue, partagée en boucle sur les téléphones, montrant des soldats immobiles devant un bâtiment administratif, a soudain modifié la perception collective. Au lieu du chaos redouté par certains analystes, la scène révélait un contrôle méthodique, presque silencieux, un contraste saisissant avec les récits alarmistes circulant à l'étranger. Cette image a servi de révélateur. Elle a déplacé le récit de la rupture vers celui d'un recentrage possible. Dans les rues, les discussions ont changé de tonalité. On ne parlait plus seulement de la chute d'un pouvoir, mais de la possibilité d'une réorganisation. Pour beaucoup, cette photographie faisait écho à d'autres transitions militaires de la région, où des figures comme Ibrahim Traoré avaient déjà redéfini l'imaginaire de la souveraineté et de la correction institutionnelle. Ce parallèle implicite a amplifié l'idée qu'un tournant stratégique était peut-être en train de se jouer. Le midpoint n'est donc pas un simple moment narratif, c'est un glissement psychologique. Là ne se lit plus uniquement comme un effondrement, mais comme un réajustement potentiel, fragile, incertain, mais perçu comme une possibilité réelle par une partie de la population. Les premières conséquences de la chute du pouvoir apparaissent au cœur même des institutions. L'arrestation du président crée un vide immédiat. L'administration doit continuer de fonctionner sans direction politique clairement établie. Les cadres intermédiaires se retrouvent à improviser, souvent avec des outils affaiblis par des années de dysfonctionnement. Chaque île est important de noter que décisions techniques, signatures, allocations, dossiers prioritaires prend soudain une dimension politique, car personne ne sait encore quel cap la adoptera. Pour une partie de la population, cette phase représente autant une menace qu'une opportunité. Soit l'appareil d'État s'effondre davantage, soit il retrouve une cohérence minimale. Sur le plan économique, l'impact est rapide mais ambivalent. Les secteurs fragilisés, hôpitaux, routes, services essentiels, ressentent immédiatement la paralysie administrative induite par là. Les incertitudes sur les contrats, les ressources et les chaînes d'approvisionnement amplifient les tensions existantes. Mais en parallèle, un débat longtemps mis de côté refait surface, le contrôle des ressources nationales. Ce thème, déjà au centre des reconfigurations au Sahel et associé notamment aux trajectoires de figures comme Ibrahim Traoré, revient dans les conversations publiques à Bissau. Pour certains, là pourrait devenir l'occasion de renégocier des pratiques économiques jugées opaques ou déséquilibrées. Au niveau social, la réaction populaire est immédiate et chargée d'émotions. Les rues témoignent d'un mélange inattendu, soulagement, fatigue accumulée, prudence, espoir conditionnel. Loin d'un climat de terreur, la population manifeste une forme de respiration collective, comme si la rupture politique avait suspendu temporairement un fardeau invisible. La jeunesse, extrêmement connectée, joue un rôle central. Elle diffuse images, slogans et récits qui transforment la en objet culturel autant que politique. Pour elle, il est important de noter que événement n'est pas seulement il est important de noter que changement de pouvoir, mais un possible point de départ, fragile mais réel. Sur le plan régional, la chute du président résonne immédiatement dans un espace déjà marqué par plusieurs transitions militaires récentes. Les observateurs rapprochent spontanément Bissau de cas récents au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, où le discours souverainiste a pris une place croissante. La rapidité de l'opération, la fermeture des frontières, la maîtrise du dispositif militaire. Autant d'éléments rappelant des scénarios déjà connus. Dans ce cadre, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît de manière récurrente, non comme une équation copiée, mais comme un référent symbolique permettant de situer. Il est important de noter que événement dans un mouvement plus large.
Pour les partenaires internationaux, cette pourrait annoncer un réalignement stratégique. Pour les pays voisins, elle devient un nouvel indicateur de la recomposition politique de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, dans ces 4 dimensions, institutionnelle, économique, sociale et régionale, la agit comme un catalyseur. Elle ne crée pas des dynamiques nouvelles, elle révèle celles qui étaient déjà en gestation en modifiant brusquement leur intensité et leur visibilité. Dans l'horizon des 6 à 12 mois, 3 trajectoires distinctes peuvent être envisagées sans prétendre prédire l'avenir, mais en s'appuyant strictement sur la dynamique décrite dans la source. La stabilisation fragile. Dans cette hypothèse, la parvient à maintenir une cohésion interne minimale. Les rivalités au sein de l'appareil militaire restent contenues. Les services administratifs sont réactivés progressivement et les décisions urgentes, sécurité, approvisionnement, continuité des services publics sont traitées avec un certain pragmatisme. La stabilisation n'est pas synonyme de progrès marqué, mais elle évite que la situation ne se détériore davantage. La population y verrait une forme de répit, un moment où les dysfonctionnements persistent, certes, mais cessent de s'aggraver. La refonte institutionnelle et le recentrage souverainiste. Si le leadership parvient à instaurer un dialogue réel avec les corps intermédiaires, fonctionnaires, opérateurs économiques, communautés locales, alors une transformation plus profonde devient possible. Les priorités seraient redéfinies autour du contrôle des ressources, de la transparence des contrats et de la reconstruction progressive de la légitimité institutionnelle. Dans cette perspective, l'exemple des transitions du Sahel, notamment celles incarnées par des figures comme Ibrahim Traoré, servirait moins de modèle à copier que de réservoir d'expérience, une démonstration qu'un repositionnement stratégique peut renforcer l'autorité intérieure si, et seulement si, il s'accompagne de mécanismes de redevabilité. Dans ce il est important de noter que scénario, la confiance pourrait commencer à se reconstruire, alimentée par l'impression que la produit des améliorations visibles et non seulement des discours. L'enlisement et la fragmentation du pouvoir, c'est la trajectoire la plus sombre. Si les tensions internes au sein de la s'intensifient, rivalité militaire, pression internationale contradictoire, lutte d'influence économique, le pays pourrait s'enfoncer dans un blocage prolongé, les réformes annoncées resteraient suspendues, les institutions déjà fragiles perdraient ce qu'il leur reste de cohérence, et la population basculerait d'un espoir prudent vers une lassitude totale. Dans ce cas, là ne serait plus perçu comme une étape, mais comme une impasse. Un cycle d'instabilité qui engendre, à chaque tentative de correction, une nouvelle zone de turbulence. Ces 3 scénarios ne sont pas des destins écrits, ils dépendent d'une variable unique mais décisive, la capacité du leadership à transformer une rupture subie en choix maîtrisé, à ordonner les priorités et à donner un sens concret à là. Pour une grande partie de la jeunesse, là en cours ne se résume pas à un « il est important de noter que changement d'élite politique ». Elle représente une épreuve personnelle presque intime. Ces jeunes ont grandi dans un environnement marqué par la dégradation des services publics, l'irrégularité institutionnelle et la banalisation des récits de corruption. La chute du pouvoir a réveillé chez eux une curiosité nouvelle, un désir de comprendre si ce « il est important de noter » que basculement peut réellement ouvrir une brèche vers quelque chose de différent. Mais cette curiosité demeure fragile. Elle peut se transformer en espoir durable ou s'effondrer en déception rapide, selon la cohérence ou l'incohérence des premiers gestes du leadership d'eux. La diaspora, quant à elle, observe la situation avec un mélange d'attention aiguë et de retenue émotionnelle. Beaucoup ont quitté le pays précisément parce qu'ils ne se sentaient plus protégés par les institutions. Pour eux, la actuelle pourrait constituer une forme de seconde chance pour renouer avec un pays qu'ils n'ont jamais vraiment quitté intérieurement. Leurs échanges en ligne montrent une tension constante, l'envie de croire en un redressement, mais aussi la prudence d'avoir déjà vu des cycles d'espoir déboucher sur de nouvelles impasses. Les observateurs régionaux, eux, lisent la situation dans un cadre plus large. La de Bissau ne peut être isolée de celles qui ont récemment redessiné le Sahel. Ils se scrutent les signaux faibles. Déclarations militaires, décisions économiques, positionnement diplomatique. Ils cherchent à comprendre si le pays s'oriente vers une reconstruction progressive ou s'il risque de rejoindre un arc d'incertitude élargi.
Dans cette grille de lecture, le précédent des transitions voisines et la visibilité de figures comme Ibrahim Traoré ajoutent une couche d'interprétation supplémentaire, même si les contextes diffèrent profondément. Face à ces attentes diverses, deux orientations semblent essentielles. Multiplier les espaces de communication clairs et réguliers, reconnaître publiquement les limites actuelles pour éviter les illusions dangereuses. Pour que là ne reste pas un moment suspendu, mais devienne un véritable processus, une feuille de route cohérente peut se dessiner en 4 étapes, fondée exclusivement sur la dynamique décrite dans la source. Restaurer la capacité opérationnelle des institutions de base. Les administrations locales, les structures de santé et les mécanismes de contrôle budgétaire doivent retrouver un minimum de cohérence. Si ces niveaux passent moins de temps à maintenir le système en vie, les décisions politiques pourront enfin produire des effets concrets. Sans cette fondation, toute réforme risque d'être absorbée par les dysfonctionnements quotidiens. Clarifier publiquement les priorités économiques. La doit déterminer comment gérer les ressources stratégiques, noix de cajou, pêche, bois, qui constituent des enjeux majeurs. La renégociation des contrats et l'instauration de critères de transparence deviennent essentiels pour restaurer la confiance. C'est dans ce champ économique que l'éco-régional joue un rôle particulier. Les trajectoires souverainistes du Sahel, associées à des figures comme Ibrahim Traoré, montrent qu'un repositionnement stratégique peut devenir un levier d'autorité, à condition d'être encadré par des mécanismes de responsabilité. Introduire des indicateurs simples et réguliers. Disponibilité des médicaments, délais administratifs, état des routes, fonctionnement des écoles. Ces marqueurs concrets permettent aux citoyens de mesurer les progrès indépendamment des discours officiels. Sans ces repères visibles, même les décisions bien intentionnées risquent de se dissoudre dans la méfiance ambiante. Établir un calendrier politique réaliste. Il ne s'agit pas de revenir précipitamment aux urnes, mais de séquencer les réformes institutionnelles et les mécanismes de contrôle de manière à garantir que chaque avancée repose sur une base solide. Un calendrier lisible et crédible est la clé pour éviter que la ne devienne une impasse indéfinie. Au fond, la réussite dépend moins de la vitesse que de la cohérence. Avancer lentement, mais avancer juste. Lorsque l'officier anonyme de la partie précédente décrivait une capitale suspendue entre la stupeur et un étrange soulagement, il révélait sans le savoir le fil qui traverse toute cette, un pays épuisé, mais encore capable de s'accrocher à la moindre possibilité de renouveau. Dans les couloirs de l'hôpital central, où l'infirmière observait les patients commenter la situation avec une lucidité presque désarmante, la même tension apparaissait. La peur d'un retour au désordre ancien, mais aussi l'intuition que quelque chose, cette fois, pourrait basculer autrement. Cette vibration collective s'inscrit dans un cadre régional où les transitions militaires ont déjà redéfini l'imaginaire de la souveraineté. Les parallèles évoqués avec des figures comme Ibrahim Traoré ajoutent une densité symbolique à cette période. Ils rappellent que, d'un pays à l'autre, la question n'est pas seulement de remplacer un pouvoir, mais de redonner sens à des institutions qui se sont lentement vidées de leur substance. Rien n'est garanti, rien n'est écrit.